Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, cette grève générale dans le cortège des manifestants des agents du centre hospitalier de Mayotte. Pour en parler avec nous, Étienne Morel, directeur du CHM. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la grève au CHM a débuté jeudi dernier pour être suspendue vendredi et reprendre encore aujourd'hui. On verra tout à l'heure avec vous au niveau des revendications. Il s'agit principalement des conditions de travail et de la surcharge de travail à laquelle est exposé le personnel au quotidien. On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors avec vous, il sera question de ce nouveau drame de l'immigration clandestine. Encore une fois, le bilan est lourd. On parle de plusieurs disparus, de 8 morts, dont 2 nourrissons. On verra cela tout à l'heure avec vous dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 3 novembre. La grève générale a rassemblé large ce matin dans les rues du chef-lieu. Une démonstration de force dont se félicitent les syndicats qui ont rencontré le préfet en fin de matinée. Le mouvement est cependant suspendu jusqu'à la semaine prochaine, date de l'arrivée de la ministre des Outre-mer sur le département. Les naufrages de Kwassa continuent dans l'indifférence la plus complète. Ce matin, France Mayotte a décidé de montrer la mort en face dans l'espoir de faire réagir face à une situation qui ne fait qu'empirer et dont peu s'émeuvent encore. La 7e édition du casting Ishima a débuté depuis le 9 octobre. Cet événement organisé par le conseil départemental permet de récompenser les meilleurs artistes et créateurs de l'année. Zoom sur le Mbiwi qui fait partie des 6 catégories d'art retenues à la fin de cette édition. La grève générale est lancée. Ce matin, des centaines de Mahorais ont envahi les rues afin d'exprimer leur ras-le-bol ambiant et le besoin d'égalité. Une marche a démarré de la place de la République peu avant 10h et le cortège s'est rendu à la préfecture en passant par le conseil départemental. Un premier coup de semonce tandis que les représentants syndicaux ont rencontré le préfet à 11h30. Davantage de précisions avec Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Fred Souleymana. 900 selon la police, près de 3000 selon les syndicats. La foule était quoi qu'il en soit très dense ce matin dans les rues du chef-lieu. Salariés, fonctionnaires, retraités, chômeurs, chefs d'entreprise, tous se sont retrouvés pour exprimer leur volonté d'être traités à égalité avec les autres Français. Même certains élus ont souhaité apporter leur soutien aux grévistes. Je soutiens pleinement les actions sociales de Mayotte. Je soutiens Mayotte, je soutiens les Mahorais. Parce que déjà, nous savons tous que seules les actions sociales peuvent changer les mentalités et tout ce qui concerne envers un pays. Ce qui fait, moi, en tant que deuxième vice-président, j'appelle à tous les élus et j'appelle à toute la population de Mayotte à être attentifs envers les syndicats, envers les leaders syndicaux pour avancer cette île. À l'image de la présence du deuxième vice-président du conseil départemental, le mouvement a rassemblé large. Pour les syndicats, le constat est clair, ce mouvement est d'ores et déjà une réussite. Oui, pour un début, oui, on est satisfait parce que nous savons qu'il y a eu des pressions, des répressions dans tous les sens, des interdictions dans les entreprises. Même ce matin, certains salariés et des agents dans le public nous ont interpellés en nous disant que leur administration ou leur direction, que ce soit dans les entreprises, leur disait qu'étant donné qu'il n'y avait pas de préavis dans les entreprises, il ne fallait pas qu'ils viennent. Mais ils ont démontré leur attachement au droit et à la légalité, à la justice qu'il faut pour ce territoire. Donc pour nous, c'est une satisfaction. Une satisfaction, mais au-delà de la forte mobilisation, les représentants syndicaux souhaitent avant tout faire réagir l'État. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons démontré que la population de Mayotte est révoltée aujourd'hui de toutes ces injustices qui passent aujourd'hui. Il n'y a pas le dialogue social, il est rompu totalement. Donc tous ces paramètres-là, il va falloir que l'État bouge. Parce que les Mahorais aujourd'hui, on a commencé ce mouvement social aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui va venir demain. Donc à l'issue de cette mobilisation d'aujourd'hui, en intersyndical, nous allons se voir. Et s'il y a des manifs à faire, on le fera. Les syndicats sont déterminés et peuvent désormais s'appuyer sur cette première démonstration de force pour exiger des avancées réelles.
Et on le disait à l'instant, à 11h30, les représentants syndicaux ont été reçus par le préfet Seymour Morsi. Après un peu plus d'une heure de discussion, les syndicats ont fait un point sur la situation et sur la suite du mouvement. Et si aucune réponse n'a été apportée, cet entretien a tout de même permis à l'intersyndicale de décider de la stratégie à adopter. La grève est donc suspendue jusqu'à mardi prochain, date d'arrivée de la ministre des Outre-mer à Mayotte. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Si les combats sont encore loin d'être gagnés pour les syndicats, l'entrevue avec le préfet représente un premier pas en avant vers le dialogue social. En effet, à 11h30, Seymour Morsi s'est entretenu avec les représentants syndicaux. Aucune avancée majeure n'en est ressortie et les syndicats ont donc décidé de s'adresser directement au gouvernement. Ben voilà, en venant à 2 à 3 000, le préfet nous a reçus en personne, ce qui est très bien. Cela dit, il nous a rappelé une chose que tout le monde sait, c'est-à-dire que lui ne décide pas. Donc le gouvernement, aujourd'hui, ne donne toujours aucune réponse sur l'essentiel de nos revendications, qu'elles soient publiques ou privées. Donc, écoutez, le problème reste en l'état. La ministre vient la semaine prochaine à Mayotte, la ministre de l'Outre-mer. Elle a prévu de recevoir l'intersyndicale. Ce qu'on demande à tous les agents, du public et du privé, c'est de venir encore plus nombreux, vraisemblablement mardi prochain, faire grève et manifester, et rester en grève et rester en manifestation jusqu'à temps que la ministre nous ait donné enfin les réponses auxquelles on a droit sur les points principaux de nos revendications. La semaine prochaine, Georges-Paul Langevin doit en effet se rendre sur le territoire. La ministre ne sera pas uniquement accueillie par des chants traditionnels comme de coutume, mais par des milliers de citoyens qui exigent l'égalité. On ne s'attendait pas à plus de ça parce que le préfet nous a toujours entendus et on a toujours eu les mêmes réponses. Mais là, comme la ministre va arriver, c'est un réconfort parce que la ministre doit nous donner des réponses. Des réponses, voilà ce qu'attendent des milliers d'individus, en espérant qu'à l'inverse de 2011 où la ministre Marie-Luce Panchard n'avait daigné se rendre sur le territoire dans un contexte similaire, cette visite ne sera pas annulée. On parle de grève, on va parler maintenant du mouvement de la grève au CHM. On l'a vu, des agents en grève la semaine dernière, une grève suspendue qui a repris aujourd'hui en même temps que cette grève générale. Alors, des revendications spécifiques, dit-on, conditions de travail difficiles, également surcharge de travail. Je vous donne la parole. Qu'avez-vous apporté justement depuis la semaine dernière à ces agents ? Eh bien, j'ai reçu à la fois donc les médecins, bien entendu, qui avaient initié également un mot d'ordre de grève et 2 syndicats, parce que les 3 autres ne s'étaient pas associés donc au mouvement du 29. Et par contre, aujourd'hui, effectivement, ça a été une intersyndicale. Voilà, donc on a fait le point effectivement sur leurs revendications, sachant qu'une partie ne relève pas donc du CHM, tout ce qui concerne notamment par exemple la fiscalité, la sécurité en partie, mais voilà, elle dépasse également le cadre du CHM. Et sur les revendications propres aux employés, eh bien nous avons eu 2 entretiens à peu près de 2h30, 3h, avec donc 2 syndicats la semaine dernière. Donc nous avons essayé d'avancer dans un contexte quand même qui, je le rappelle, est quand même difficile puisque on s'oriente vers un déficit de 10 millions d'euros sur un budget de 180, certes, mais qui est quand même important, que le CHM n'a jamais connu. Donc, d'où ma prudence. Voilà. Maintenant, j'ai accepté, effectivement, dans un mois, une fois qu'on aura les notifications budgétaires, qu'on attend, d'ouvrir des négociations pour essayer, effectivement, de renforcer les secteurs qui sont le plus en difficulté. Voilà. Alors, on parle de déficit et aussi de manque de moyens. Alors, est-ce que c'est pour dire que le problème ne sera pas réglé forcément dans les prochains temps ? Alors, on fait tout pour, notamment avec l'Agence régionale de santé, qui est évidemment très sensibilisée donc, au problème et qui nous aide. On a, par exemple, jeudi prochain, une visioconférence avec le ministère de la Santé pour exprimer nos difficultés, pour les expliquer et pour essayer effectivement de négocier ce qu'on appelle un rebasage budgétaire. On a quand même demandé donc des moyens supplémentaires à hauteur de 6 millions d'euros, puisque chaque année, si vous voulez, comme le CHM
En fait, le CHM est un peu victime de son succès. Voilà, on est effectivement le seul établissement sur l'île. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dépense, c'est vrai, de santé par habitant, elle est de 800 €, alors qu'elle est à peu près de 3000 en métropole. Donc, il faut qu'on rattrape tout ça. Mais tout ne peut pas se faire en 1 ou 2 ans. Voilà. Donc, on demande chaque année des moyens supplémentaires qu'on va obtenir cette année, à concurrence quand même de 7 millions. Donc, ça va quand même faire une bouffée d'oxygène. Et en attendant, on essaye de parer au plus pressé et de renforcer vraiment les secteurs en difficulté. Voilà. Alors vous parlez de CHM victime de son succès, les agents parlent plutôt de surcharge de travail. On l'a vu avec des moyens, des effectifs insuffisants et des effectifs pas forcément qualifiés pour beaucoup. Alors quand je dis victime de son succès, je décris une situation qu'on connaît depuis un peu plus d'1 an, donc liée effectivement à une immigration des îles voisines et qui, c'est vrai, nous a un peu pris de court. Voilà, donc les gens viennent et demande à être soigné. Nous, effectivement, on prend tout le monde, on accueille tout le monde, et voilà, donc on est obligé, effectivement, d'essayer de trouver donc des moyens. Mais c'est vrai que ça nous a un petit peu pris de court, et maintenant tout l'objectif consiste donc à rattraper donc ce phénomène de façon budgétaire, de façon à obtenir une rallonge ou des moyens qui nous permettent à la fois de répondre à la demande pressante des habitants de Mayotte, et puis peut-être d'anticiper par rapport à l'avenir. Mais vous le savez, le contexte budgétaire est un peu contraint actuellement. Voilà. Alors on va parler d'un autre problème qui revient au sein de l'établissement, c'est la prise en charge des défunts. On l'a vu la semaine dernière, un jeune homme a été tué à Mtsangamouji, agressé par 2 jeunes chez lui. Et on l'a vu, depuis, la prise en charge du corps pose problème, comme nous l'explique Jean L'Huillier, directeur des pompes funèbres. Le CHM m'a demandé de prendre en charge le corps et de le mettre en conservation négative, le temps de s'organiser, d'organiser d'un point de vue administratif. Ça veut dire qu'il est congelé pour stopper la décomposition. Or, j'ai relancé d'innombrables fois un certain nombre de personnes au CHM afin que le CHM saisisse la mairie de Mamoudzou pour la mise en application et le respect de l'article R2223-27 du CGCT, qui précise dans son dispositif que la mairie prend en charge les frais d'inhumation lorsqu'il n'y a pas de famille, pas d'argent. Et en l'occurrence, c'est un indigent. Le défunt était clandestin, la famille clandestine. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'argent. Voilà, il faut quand même inhumer ce corps. On ne peut pas le conserver en congélation ad vitam aeternam. Alors on l'a vu, une prise en charge des corps des défunts qui pose problème. Alors aujourd'hui, quel est vraiment le nœud du problème, clairement, au CHM ? Alors le nœud, il est essentiellement financier. Bon là, effectivement, je vois que M. L'Huillier réagit. Alors je le rassure, effectivement, on a réussi aujourd'hui à faire les formalités, à faire les formalités nécessaires. Bon, c'est vrai que c'était un peu compliqué ces derniers temps. Maintenant, on considère, nous, que c'est pas au CHM de prendre en charge les frais d'inhumation. Donc moi, j'attendais un peu d'avoir quelques garanties par rapport à ça. Donc je suis d'accord avec lui. Bon, c'est vrai, on essaiera de réagir un peu plus tôt la prochaine fois. Ceci dit, là où on agit et même par rapport donc effectivement à son métier, c'est qu'on accélère quand même par exemple quand il y a les autopsies ou les examens de corps, puisque aujourd'hui on a quand même 2 médecins légistes sur l'île. Voilà. Ce qui fait quand même, donc il faut aussi voir de temps en temps le côté positif des choses. On a 2 médecins légistes, bientôt un 3e qui est en formation, et ce qui permet de faire par exemple les autopsies ou les examens de corps beaucoup plus rapidement qu'avant, puisque avant on était obligé de les faire venir ou de la Réunion dans le meilleur des cas, ou dans le pire des cas de la métropole. Voilà. Donc je voudrais rassurer M. L'Huillier, on va continuer à travailler ensemble et faire en sorte effectivement que cette gestion soit, on va dire, gérée du mieux possible. Maintenant, il manque quand même sur Mayotte, parce que là c'est pareil, on attend aussi toujours beaucoup du CHM, mais il va bien falloir un jour ou l'autre que peut-être un jour un salon funéraire sur Mayotte. Donc lui effectivement il a quelques places
pour entreposer les défunts, mais c'est sans doute pas suffisant. Et je pense que Mayotte mériterait d'avoir au moins un salon funéraire digne de ce nom, hein, comme on en rencontre en métropole. Ça viendra un jour, mais là, effectivement, il y a un peu de retard. Là, on parle également de la mairie de Mamoudzou, de sollicitation. Quel est votre rapport avec la structure justement en pareil cas, avec la mairie de Mamoudzou? On essaye de faire les choses au plus vite, hein, donc on essaye d'être réactif. Maintenant, d'une manière générale, ça se passe plutôt bien. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a toujours ces formalités administratives à accomplir, et en général, ça se passe plutôt bien. Donc moi je garde espoir par rapport à ce problème de gestion des corps. Voilà. Merci beaucoup Étienne Morel. Je rappelle que vous êtes le directeur du CHM, le centre hospitalier de Mayotte. Et on continue avec ces drames qui se jouent au quotidien sur les côtes mahoraises ou dans les eaux comoriennes et qui n'ébeuvent guère l'opinion publique. Pourtant, vendredi en fin de journée, un nouveau Kwassa a fait naufrage après avoir quitté la plage de Domoni en juin. Le bilan fait état de 8 morts, dont 2 nourrissons. Ce matin, France Mayotte Matin titrait « La mort en face » en publiant l'image de l'un des enfants. La question de son visage flouté a donné lieu à des débats et rappelé les clichés du petit Aylan. Le sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Pourquoi le monde réagit-il en bloc à la mort du jeune Aylan retrouvé sur une plage en Turquie et pas à celle de ce petit Comorien? Aujourd'hui à Anjouan, ils sont des centaines d'étrangers à attendre de pouvoir passer. Syriens, Malgaches, Africains s'entassent sur l'île Étoile avant de tenter l'aventure mahoraise. Les drames se multiplient et Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a décidé de montrer la mort en face. C'était peut-être symbolique de la part de France Mayotte de vouloir faire comme les autres, mais j'ai envie de dire merde. Merde. Si ça a marché pour le petit Aylan, pourquoi ça marcherait pas pour nous? Marcher, c'est-à-dire le fait que l'opinion internationale, que le gouvernement comorien réagisse, que le gouvernement français se mobilise encore plus qu'il ne l'est déjà, que l'Europe qui est chez nous, nous sommes l'Europe, porte un regard sur ce petit qui est décédé et qui voulait venir chez nous. Ses parents voulaient l'emmener chez nous. Fallait-il ou non flouter le visage de cet enfant? La question s'est posée au sein de la rédaction qui a finalement décidé de ne pas le faire, mais le débat subsiste encore. Montrer la réalité, si dure soit-elle, peut-il changer les choses? Moi j'étais favorable à laisser le visage découvert. Pourquoi? Pour être en association directe avec le titre, la mort en face. Regarder un enfant mort et regarder la vérité surtout. La vérité est cette mort qui est là au quotidien, tous les jours. Nous avons des enfants, nous avons des adultes qui meurent tous les jours sur nos plages, mais aussi aux Comores. C'est montrer cette douleur, cette misère, ce désespoir. Le regarder, avoir le courage de le regarder en face, ne pas détourner le regard pour se dire oui, en effet, ça existe, s'en émouvoir pour réagir et peut-être se battre un petit peu plus que ce que l'on fait aujourd'hui. Jean L'Huillier, le directeur des pompes funèbres de Mayotte, est quotidiennement confronté à ces drames de l'immigration et à la mort. Pour lui, la population doit faire face à la réalité, ne serait-ce que pour la mémoire de cet enfant. Je dis que ce que M. Bocher a expliqué ce matin à la télévision et à la radio, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit qu'il fallait montrer le visage. Il fallait mettre quelque chose sur ce petit corps et ne pas lui manquer de respect, ne pas le laisser dans l'anonymat. Parce que c'est pas un de plus, c'est un drame à lui tout seul. Cet enfant avait toute une vie devant lui et voilà, ça s'arrête là. Depuis ce matin, les réactions se multiplient et divergent. Quoi qu'il en soit, le débat existe au sein de la population, mais aussi des rédactions du monde entier, qui n'hésitent plus à illustrer leurs propos avec des clichés à la fois chocs, mais réalistes. Alors Pierre, on l'a vu dans le sujet, le débat, est-ce qu'il fallait flouter ou non le visage de cet enfant? On l'a vu, petit Aylan a ému tout le monde dans le monde entier. Et pourquoi aujourd'hui à Mayotte la question se poserait? Oui, effectivement, c'est là le fond du débat. Le monde entier, d'ailleurs, personne ne s'émeut à Mayotte. C'est aussi ça, c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette une, parce que voilà, à Mayotte, c'est quotidien. C'est pas un flux qui vient d'arriver, même si on sait que voilà, ces problèmes de l'immigration, que ça soit en Europe, que ça soit un peu partout dans le monde, ils existent et on sait que les naufrages, que les drames existent à Mayotte, c'est quotidien. C'est voilà. Donc c'est un
mais vous savez, c'est vraiment une discussion qu'il y a au sein des rédactions, même qui se fait sur Internet. On se souvient à l'époque de l'Aile qui montrait qui diffusait sur Internet des photos, des vidéos de décapitation. Et il y avait eu de la censure. On essayait de, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il faut montrer les choses en face. Donc voilà, c'est dur quand même. Après, effectivement, c'est dur. Et il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de voir ça. Nous sommes des médias. Les journaux sont affichés dans les rues, sont vendus dans les magasins. Et les gens n'ont pas forcément envie de ça. Donc il y a la question, est-ce qu'on doit imposer? Maintenant, c'est la réalité. C'est une illustration d'une information que nous devons donner. Et voilà, c'est un parti pris. Et il y a une vraie réflexion au sein des rédactions. Et d'ailleurs, une réflexion qui évolue, on le voit avec le petit Aylan, ça a beaucoup fait réagir. Et finalement, les retours sont plutôt positifs, où il y a beaucoup de gens qui ont été très choqués, mais ça les a fait réagir. Et sans ça, peut-être qu'ils n'avaient pas la réalité. On peut parler d'un changement de cap? Écoutez, je ne sais pas s'il y aura un changement de cap. En tout cas, je pense que ça va se multiplier. Qu'au fur et à mesure, on n'est pas dans des films là. C'est la réalité. C'est-à-dire que là, on montre la réalité. Les choses sont ainsi. Effectivement, les drames continuent. Les naufrages continuent de Kwassa. Il y a des enfants qui meurent. Il y a des femmes. Il y a des pères de famille. Et maintenant, c'est un parti pris. C'est aussi pour faire réagir. Se dire que voilà. On a l'impression qu'à Mayotte, maintenant, c'est devenu... On a eu des réactions de la population. Nous avons fait des réactions. On les a pas mis dans le sujet, mais il y a beaucoup de gens qui disent effectivement, mais ça arrive tous les jours. Donc, on a du mal à s'émouvoir. Maintenant, le voir, ça change quelque chose. Donc, voilà, c'est un véritable débat qu'il y a à la fois au sein de la population et au sein des rédactions du monde entier. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Et le port de Longoni, lui, est bloqué depuis dimanche. Les rayons des magasins se vident petit à petit. Certains consommateurs n'hésitent donc pas à faire près de 1 000 € de courses en prévision du renforcement de la grève générale. D'autres encore ont acheté jusqu'à 10 sacs de riz de 20 kg. La population se prépare ainsi à toute éventualité et se rue dans les magasins de l'île, ce qui mène parfois à de véritables cohues. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Certains parlent d'une rumeur de pénurie de riz, d'autres la vivent. Les consommateurs ont toute la journée fait plusieurs magasins pour trouver un sac de riz. Pénurie ou pas, le blocage du port et la grève générale ont créé des files d'attente devant les stations d'essence et la population s'est rendue en masse dans les magasins pour rafler tout ce qui reste de mabawa et d'autres denrées de subsistance. Oui, c'est vrai, nakawasilia wana rezo parce que hizo zakavira mwanzo sio kasakanyanga. Yakuzuri tumusfikirio. Hango demokratisi zanjele zambazo zakavira wanu kakoswete. Donc leo nakawana tutu ça arrive. No mwazuzi wakati ya kuandisa ni ontuka karongomba iso dure. Yabaliwa de dongoni be. Yabaliwa dongoni ba Oscar so para shura shila unu be. Nazo zilo madukani madazi komo pia kafuta na shintu. Ndasingia uspara mvasandi ya tuwa babu. Mabaja kavu, nyama, onrasuani ya tuna itsole. Tansole ni woka ibo babu. Yo ziri pasantro manara haruma insibe. Lor mainsi ya balua wa stambia rosi pia na mautungu. Wami senda haruma greve beba ni tizungwa mwana bana bi wanataka pia na mimi nichuke mamzo. Mayotte ça va pas du tout. Donc je crois que c'est la revendication principale de beaucoup de gens. C'est que c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de cherté de vie, il y a presque rien qui va maintenant à Mayotte. Moi j'ai déjà fait mes courses depuis la semaine dernière, j'ai fait 1 000 € de courses. C'est à la maison, c'est tout posé. J'attends même si il y a 6 mois si on n'a rien à manger pendant 6 mois, j'ai ce qu'il faut. Sardines, riz et le piment. Si de nombreux Mahorais redoutent les mêmes conséquences que la grève de la vie chère, certains disent pouvoir compter sur leurs champs et pouvoir tenir de nombreuses semaines de grève en mangeant bananes, manioc et fruits à pain, comme le faisaient leurs aînés. Je ne suis même pas inquiet, parce qu'ici à Mayotte, nous on a des bananes, on a des manioc. S'il y a juste de la viande, ça va. Hein. On peut aller pêcher, on peut trouver des poissons, on peut survivre sur ça. La nourriture, c'est pas de souci. Tu vois, de toute façon, la France ne va pas nous laisser crever de faim, quoi. Ça, c'est tout à fait normal. Et aussi, il y a certains magasins qui profitent un peu de situation. Il y a certains, ça l'arrange bien. Tu vois, certains patrons.
L'inquiétude est réelle chez de nombreux consommateurs et même si la grève générale ne reprendra que la semaine prochaine, le port reste bloqué. Un navire transportant 340 tonnes de marchandises, dont du riz et de la viande fraîche, est actuellement en rade à Longoni. A noter qu'à 16h30, le préfet a rencontré les salariés de la Smart afin que la situation se débloque et qu'une pénurie plus importante ne s'installe. Et à noter qu'après leur rencontre avec le préfet, une partie des salariés aurait été convaincue par le discours tenu. La base discute donc actuellement pour décider d'une possible reprise du travail et dès demain matin. Le préfet aurait ainsi réussi dans la même journée à reporter la grève générale tout en débloquant le port de Longoni. Reprise d'IBS par Vinci des lits de fuite à Tsundu 2, c'est également dans le reste de l'actualité de ce mardi 3 novembre. Les précisions dans l'actualité en bref. Les salariés Colas et Tetrama ont pris position très tôt ce matin, place de la République, pour répondre à l'appel lancé par les syndicats. Ces deux entreprises ont essuyé des mouvements sociaux cette année, mais il en est une que l'on attendait moins, IBS. Les carriers de Kangani ont déployé leurs banderoles et forçaient de constater que les messages délivrés différaient quelque peu des slogans traditionnels. Ainsi, quelle justice pour IBS, 200 familles s'étalaient en grosses lettres alors que jusqu'à preuve du contraire, aucune menace financière ne pèse sur l'entreprise. Un élément de réponse figurait sur une seconde banderole, Vinci prédateur, préfet sauve-nous. L'affaire remonte à 2010, date à laquelle la justice a ordonné l'expulsion de l'entreprise suite à un contentieux avec le propriétaire des terrains, Frédéric Dachery. À cette époque, le géant du BTP Vinci Construction souhaitait reprendre le site afin de pénétrer le marché des matériaux de construction, et ce pour mieux concurrencer la Colas. Le groupe s'était également engagé à reprendre le personnel affecté à la production, les autres devant être évincés. Si la vente ne s'était pas faite il y a quelques années, c'est maintenant effectif depuis le 15 septembre dernier. C'est la raison pour laquelle les carriers d'IBS ont interpellé le préfet hier, car il y a péril en la demeure. Vinci a maintenant tout loisir d'occuper ses terres et d'en disposer comme il l'entend, sauf si la préfecture refuse de lui délivrer une autorisation d'exploitation temporaire. Une délégation de la commission pêche du Parlement européen sera à la réunion du 2 au 4 novembre 2015. À cette occasion, Didier Robert, président du Conseil régional de la Réunion, et Sohabahaddine Ibrahim Ramadani ont souhaité affirmer leur volonté d'être acteurs ensemble de la politique européenne de la pêche, menée dans la zone à travers une tribune conjointe. Les deux présidents posent 3 exigences, cohérence, équilibre et ambition. Cohérence d'abord, car les deux territoires avec l'Europe ne devront plus composer avec les politiques régionales menées. Un conseil consultatif régional sera créé, rejoignant la Fédération des organisations professionnelles de pêcheurs de la Commission de l'océan Indien. Équilibre entre le légitime souci d'une gestion durable de la ressource et la prise en compte de la dimension humaine, sociale, économique et régionale de la pêche et de l'aquaculture. Et ambition enfin pour les filières pêche et aquaculture, avec une reconquête des marchés intérieurs encore largement dépendants des filières informelles pour Mayotte et des importations des produits de la mer pour la Réunion. Le rendez-vous avec l'Union et les parlementaires est donc capital et a pour objectif de faire comprendre les enjeux et les spécificités, mais aussi les urgences en matière de pêche et d'aquaculture. Un dramatique accident s'est produit hier en fin de journée à Tsundu 2. Alors que deux sœurs rentraient de l'école, l'aînée a été fauchée par un scooter qui a pris la fuite, laissant derrière lui la jeune fille à terre. En traversant la nationale, une petite fille tenait le bras de sa grande sœur qui la freinait pour qu'elle ne se fasse pas renverser. C'est malheureusement cette dernière qui a été violemment percutée par un scooter, celui-ci allant trop vite pour s'arrêter. L'adolescente a été gravement blessée tandis que le scooteriste prenait la fuite sans demander son reste. Les secours sont arrivés très rapidement sur place, tout comme la police, et la victime a été évacuée vers les urgences du centre hospitalier. Une nouvelle fois, des enfants sont les proies des conducteurs pressés à Tsundu 2. Malgré des ralentisseurs, cette portion de route a fait de nombreuses victimes, notamment en 2013 lorsqu'une fillette avait été percutée par un taxi avant d'être écrasée par un camion. Les deux conducteurs avaient pris la fuite et l'enfant avait trouvé la mort. Et enfin, que seraient les mariages mahorais sans la fameuse danse traditionnelle du Mbiwi? Ce week-end, plusieurs groupes étaient réunis sur le parvis du comité du tourisme dans le cadre de la 7e édition du casting Ishima qui a commencé le 9 octobre dernier. L'événement organisé par le conseil départemental est devenu incontournable à Mayotte puisqu'il récompense les meilleurs artistes et créateurs de l'année. Reportage Shakila Issouf et Fred Soulaïman.
Le mbiwi, la danse traditionnelle mahoraise, met en scène toute la féminité et la beauté de la femme. Vêtues du traditionnel salouva et parées de fleurs, les danseuses de différents villages et communes se défient deux par deux. Les bras sont écartés lascivement et les mouvements des hanches se font de plus en plus rapides. Pendant ce temps, les spectatrices assises battent la cadence en claquant leurs bouts de bois. Le début du casting et de la compétition a débuté il y a 4 semaines. Ainsi, le 9 octobre dernier, 6 catégories d'art ont été retenues. Le shigoma, le mbiwi, la mode, la danse urbaine, le théâtre et le cinéma. C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que depuis ce samedi, Hishima valorise la femme mahoraise à travers la danse traditionnelle du mbiwi. Alors il faut se former toute seule sans les guitares et danser sans les guitares, comme ça le mbiwi ça va marcher très bien, beaucoup bien que les guitares. Parce que quand on a les musiciens devant nous, on se contente avec le musicien mais pas avec nos bambous de mbiwi. Le vote final aura lieu le 12 décembre prochain, mais Hishima veut pour sa 7e édition non seulement mettre en lumière les artistes locaux, mais surtout récompenser les acteurs de la culture mahoraise. Ce vendredi 13 novembre se tiendra le Hishima Danse Urbaine à l'extérieur du cinéma Alpaggio, une manière, s'il en est, de montrer que les artistes mahorais sont également passés maîtres dans les danses modernes. Et avant de nous quitter, ce point sur la situation au port de Longoni, selon nos dernières informations, celui-ci serait débloqué demain, donc à suivre. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesi.fr et sur WAM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Jamel Mekawi, chef du service régional INSEE Mayotte. Il était ce matin au micro de Patrick Mian, que vous retrouverez demain dans la matinale. À 6h30, il accueillera Romain Chavanis pour davantage de précisions sur les ossements retrouvés sur la plage de Sakouli. À 7h, la parole sera donnée à Zaïdou Ahmed, guide touristique, sur la problématique de l'eau potable avec des réserves quasiment à sec. Et à 7h30, Maolida de la Fédération autonome de l'éducation nationale et Thierry Villiez prendront le relais pour un bilan de la grande manifestation d'aujourd'hui. Et justement, cette grève générale a-t-elle vraiment servi à quelque chose? Ce sera l'objet du face-à-face de demain. Et enfin, à 8h, Frédéric Dachery reviendra sur le différend qui l'oppose à Narayana. Bonne soirée à vous sur KTV.